Alors, merci d'être là. Merci de vous être déplacés ce soir pour cette conférence. Nous allons vous présenter comment ça va se passer ce soir et puis parler de ce sujet très complexe ou peut-être qui est, évidemment, on en parle beaucoup, hein, de la transformation et de l'innovation qui est dans toutes les bouches, dans toutes les oreilles. Et puis, on parle de transdiscipline, transition, transformation, transhumanisme, enfin tous ces mots qui vont devoir un peu s'éclaircir et puis de voir comment une organisation peut tenir compte de ces notions-là pour transformer, pour aider les hommes et les organisations à mieux s'équilibrer avec ces thématiques. Alors, voilà, nous allons donc animer ce soir. Moi, je suis Nathalie Junot, je travaille ici à la Haute École de Gestion. Donc, vous êtes dans l'AULA de la Haute École de Gestion de Genève. Et puis, on est très content de pouvoir vous accueillir. Moi, je suis psychologue du travail et des organisations. Alors, moi, je suis aussi impactée par ces sujets de transformation parce que, alors moi, je m'occupe un peu plus des êtres humains, mais je dois aider l'entreprise à pouvoir mieux comprendre comment on transforme aussi les activités, les métiers. Et puis, alors, je dirige 2 certificats Advance en management de projet agile et puis en business analyse. Ce sont des métiers qui se rejoignent et on a cette année eu l'occasion de faire participer les 2 formations à un start commun et puis à des cours communs aussi. Et puis, toutes ces formations en business analyse et puis en gestion de projet agile forment et formeront à un niveau plus stratégique le DAS, donc c'est un diplôme Advanced Study en transformation stratégique de l'entreprise. Donc on est vraiment au cœur de cette discussion de la transformation et je vous présenterai rapidement ce qui s'y passe dans ces formations-là et puis comment est-ce que ça va se dérouler durant l'année 2019-2020. Pour la fin des formations qu'on a commencé et débuté pour les 2 CAS, et puis le nouveau DAS qui va commencer en septembre 2019. Et alors, Cédric Berger, donc, qui est le co-animateur et co-créateur de ces formations aussi, il est business analyst, il se présentera et il va donc animer le début de cette conférence, introduire le sujet. Et puis, il est également intervenant externe et consultant, mais dans nos formations, c'est lui qui est expert, hein, métier en business analyst et puis également en gestion de projet. Et puis, il est président de la Swiss Association for Value. Donc, si vous avez des questions à lui poser sur la valeur et sur les dimensions de la business analyse, n'hésitez pas. Par la suite, nous avons un cocktail. Hein, normalement, si vous êtes encore là après, rejoignez-nous pour pouvoir discuter sur ces sujets ensemble. Alors, nos partenaires... Donc, il y a des représentants, j'en ai pas encore parlé, mais ce soir, nous avons la chance d'avoir des représentants d'entreprises, de consultants et même des personnes qui ont pensé et réfléchi sur les questions de ces transformations d'entreprises qui seront présents ici pour le débattre. Donc, je vous les présenterai tout à l'heure. Mais alors, il y a quelques partenaires qui sont là, et donc présents en tant qu'animateurs intervenants, animation du débat, et donc le tunnel du Mont Blanc, on a de la chance de pouvoir recevoir ce soir une personne du tunnel du Mont Blanc, et puis également sur MBD, qui est donc consulting, la représentation de l'innovation. Tout ça, on vous présentera tout à l'heure. Et Marc Compagnie, et puis la Swiss Association for Value également. Voilà, alors le programme en vitesse, donc une introduction par Cédric Berger donc, de la conférence. Ensuite de ça, donc, des présentations de nos intervenants, de notre panel aussi d'experts qui viendront débattre par la suite. Nous avons Elvis Gonzalez, donc, qui est directeur du cabinet MBD Consulting, qui va vous parler de l'art de l'innovation en Suisse romande. Et puis Riyad Jundan, qui est donc responsable innovation stratégique du tunnel du Mont Blanc. Donc ça peut être intéressant d'aller confronter justement sur le terrain qu'est-ce qui se passe dans ces transformations aujourd'hui stratégiques.
Olaf Demer, qui est senior consultant value designer chez Marc Compagnie, mais depuis très longtemps, il est avec nous pour nos formations aussi comme intervenant, et puis coordinateur d'un ouvrage collectif qui s'appelle Valeur et Management. Donc ça aussi, il nous permettra un tout petit peu de comprendre ces enjeux-là de la transformation et de l'innovation. Et puis, nous avons la chance d'avoir le docteur Édouard Domaine, qui est donc éthicien, auteur de l'ouvrage « Aimer la création comme soi-même ». Et on avait voulu donner quand même une petite vision éthique et, on va dire, humaine aussi, sociale, pour pouvoir un tout petit peu comprendre d'où on vient, d'où on va, peut-être, comment est-ce qu'on peut réfléchir à tout ça. Avec ces notions éthiques. Ensuite, notre débat et puis le cocktail. Alors, je vous ai brièvement expliqué les formations que nous avons justement dans ces notions de transformation. La Haute École de Gestion, elle propose beaucoup de certifications dans ce domaine justement, et c'est très intéressant que ce soit au niveau stratégique, digital, environnement, social et managérial, on parle que de ça, ou beaucoup de ça. Et puis, on a l'occasion justement de pouvoir présenter des DAS, donc c'est des Diplômes Advanced Studies, dans ces dimensions managériales, digitales, environnementales. Et puis, nous, on s'est concentré sur les métiers aussi de transformateurs, donc de personnes qui peuvent aider à la transformation aussi des métiers et bien sûr des produits ou du service. Et puis, on se trouve ici, donc les acteurs de la transformation avec les deux CAS et puis le DAS qui débutera donc en septembre 2019. Alors, voilà. Management de projet agile, c'est un peu nouveau. Il n'y avait pas ça il y a l'année passée. Et puis, on a introduit cette notion d'agilité parce que, justement, dans la transformation, les entreprises se sont quand même posé la question de savoir comment être plus flexible, plus rapide, comment est-ce qu'on peut transformer justement les métiers. Et la notion de design et puis la notion d'agilité, disons, c'est un tout petit peu la nouveauté pour le business analyst aussi, de pouvoir introduire ces dimensions nouvelles. Et puis le DAS, à un niveau plus stratégique, donc les CAS sont plus opérationnels et puis le DAS apporte la vision plus stratégique qui permet justement d'aider à ces transformations et ces innovations, solutions créatrices de valeur. La 4e révolution industrielle digitale 4.0, on va vous donner de quoi y réfléchir, en tout cas vous inspirer. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics.
However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Alors, inspirant. Je vais essayer de planter le décor quelques secondes, quelques minutes, parce qu'il nous reste... Moi, j'ai déjà dépassé le temps. Donc, en quelques minutes, je voulais vous parler d'une autre personne qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, qui s'appelle André-Yves Portneuf, qui fait partie aussi des professeurs du DAS en transformation stratégique de l'entreprise. Et donc, je me permets de lui rendre hommage parce que les slides qui vont suivre sont issus de ses présentations. Et justement, il n'aime pas quand je l'appelle futurologue, mais plutôt prospectiviste. C'est quelqu'un qui s'interroge, qui se pose des questions sur l'avenir, et justement, par rapport à cette transformation, nous donne quelques pistes, et surtout, va chercher des informations un peu de partout, et en l'occurrence, ici, a trouvé un document de Capgemini et du MIT qui montre une chose intéressante par rapport à cette transformation digitale qui va nous arriver, ou qui est en cours même. Ici, vous remarquez, finalement, il y a deux chiffres qui sont assez intéressants. C'est que finalement, une transformation digitale sans transformation organisationnelle diminue la profitabilité, la rentabilité de l'entreprise. Et comme on peut le voir, une transformation organisationnelle avec moins d'investissement numérique dans le digital permet quand même une profitabilité. Et évidemment, quand vous faites les deux, digital plus transformation organisationnelle, vous avez une très forte profitabilité. Ce qui va être aussi intéressant de voir ici, c'est qu'est-ce qu'on entend par transformation organisationnelle. On met en avant, et ils mettent en avant d'abord la vision, vous voyez, la governance, l'engagement, et puis ici, on a vision de future firms. Je pense que ça correspond à ce qu'on va évoquer aujourd'hui sur le sens à donner à la transformation. D'autres chiffres ici qui viennent de Fujitsu, voilà, qui montrent que finalement, dans la transformation technologique, dans la transformation, dans cette quatrième révolution industrielle, seulement 20% proviendra de la technologie. Tout le reste étant des personnes, les processus, les comportements de ces personnes entre elles et la collaboration dans ce cadre d'innovation. Donc encore quelque chose d'intéressant, surtout par rapport à la place de la technologie dans la transformation qui va venir et qui vient.
Et une dernière chose qui tient beaucoup à cœur à André-Yves, c'est ce court terme et ce long terme. Ça veut dire qu'il est vraiment intéressant. Vous aurez les slides, ne vous inquiétez pas, on vous les enverra, il n'y a pas de problème. Je vois qu'il y a des gens qui prennent des photos, vous avez raison. Ici, ça démontre qu'une entreprise qui a une vision long terme est beaucoup plus rentable qu'une entreprise à court terme. Malheureusement, on se rend compte ces dernières années, avec la pression des actionnaires, la pression du court-termisme est là, mais malheureusement, on peut le constater ici, sur 15 ans, vous voyez les différences entre une entreprise qui a une vision à long terme et une entreprise qui a une vision à court terme. Donc, voilà le décor planté. La révolution sera digitale, mais pas que. Et une vision, justement, une réflexion stratégique et apporter un sens à l'entreprise, c'est certainement une des voies majeures à mettre en œuvre dans cette transformation. Dernière chose dont je voulais vous parler, vous savez qu'on est dans un monde complexe, on l'appelle VUCA. Là encore, on a une réponse à VUCA par VUCA également, c'est-à-dire là encore une vision, la compréhension face à l'incertitude, faire comprendre où on va, la clarification et évidemment cette agilité qui nous permettra de mettre en place une transformation, mais une transformation étape par étape pour à chaque étape évoluer, se corriger, s'améliorer, etc. Alors, comment apporter un sens à ces transformations de l'entreprise et de la société? Ça va être le débat de ce soir. Je vais très rapidement laisser la place à nos présentateurs. Nous allons évoquer ces trois concepts, vous l'avez vu, valeur et innovation, et comment apporter ce sens. Nous avons construit cette présentation parce que l'innovation est le point de départ à cette transformation, me semble-t-il, on en discutera. Et nous aurons donc comme ça un panorama que va nous présenter M. Elvis González de l'innovation en Suisse romande. Et puis, on descendra sur la réalité terrain de l'innovation avec le tunnel de Mont-Blanc qui a mis en œuvre cette innovation dans son entreprise. Depuis 1 an, elle a conçu un challenge innovation et Riyad nous en fera une présentation et aussi, surtout, nous présentera les conséquences d'impliquer les acteurs dans cette transformation de son entreprise. Et puis, on descendra de plus en plus vers le sens et comment donner un sens, où on aura Olaf de Hemmer qui, lui, nous parlera de valeur. Et comme vous l'avez vu, valeur avec un S entre parenthèses, parce qu'il y a valeur et valeurs, qui nous permettra, là encore, de rentrer encore plus dans le détail de cette finalité que permet de donner le sens, pour nous retrouver dans une synthèse que nous présentera M. Domen, qui est parmi nous et pour lequel on est très heureux de l'accueillir et nous permettra d'ouvrir le débat ce soir. Voilà, et écoutez, je vais laisser tout de suite la parole à M. González. Bienvenue, merci à vous. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Donc effectivement, je vais vous faire une ultra synthèse de notre étude sur la capacité à innover des entreprises romandes. Ce qui est extrêmement intéressant, et j'ai beaucoup apprécié le slide sur l'innovation et principalement le fait de l'implication organisationnelle dans l'innovation. Pourquoi ? Parce que notre étude, nos études sur l'innovation prennent toujours l'angle de l'organisation. Autrement dit, quels sont les mécanismes dans toute organisation qui permettent de générer de l'innovation. Donc, rapidement, qui on est ? On est un cabinet de conseil stratégique, sur lequel je ne vais pas m'attarder, avec 3 pôles d'activité qui sont la stratégie, l'organisation et bien évidemment l'innovation qui nous intéresse ce soir. Tout d'abord, finalement, qu'est-ce qu'on entend par innovation ? Alors, ici, on pose une définition qui est celle sur laquelle on se base. C'est-à-dire qu'une innovation,
c'est l'introduction d'un ou plusieurs éléments nouveaux qui améliorent une situation existante et ayant pour but de sa diffusion. Okay. Donc une définition relativement large. Ces éléments nouveaux, ils peuvent être en termes de savoir, ils peuvent être en termes de compétences dans une organisation, ils peuvent être organisationnels, structurels ou pas, et ils peuvent être de pratique ou de manière de faire. Aussi, pour comprendre finalement ce mécanisme d'innovation, ça me tient à cœur de vous présenter ce petit graphique. On a une tendance à opposer innovation et activité dite de routine. D'accord ? Et se dire, OK, dans une entreprise, on a des départements, des groupes de personnes qui font de l'innovation et d'autres qui font du travail routinier. Donc ici, on a deux axes. Le premier qui est celui de voir quelque chose d'existant, ici on l'a appelé les vieilles choses, de la même manière, comme on les a toujours vues. D'accord ? Focaliser sur le passé. Un autre est de dire, OK, on voit ces mêmes vieilles choses de la même façon. Okay ? On va les opposer à la logique de, à un moment donné dans une entreprise, ce qu'on recherche, c'est surtout pas créer de changement, c'est-à-dire d'éviter toute variation et par conséquent des échecs. Ici, on va chercher à augmenter ces variations, générer des échecs parce qu'on est dans l'inconnu et par conséquent, effectivement, générer quelque chose de nouveau ou en tout cas de différent. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, quand on veut chasser la variation et les échecs et qu'on veut finalement fonctionner de la même manière ou voir les problématiques de la même manière, on tombe dans la routine. D'accord ? La routine n'est pas négative. Okay ? Vous avez l'exemple classique, quand vous prenez votre avion pour partir en vacances, le pilote d'avion il a une certaine routine, il y a des protocoles. D'accord ? Et on ne veut surtout pas qu'il s'amuse à changer les variables pour voir ce qui se passe. Donc la routine est partie prenante de toute organisation. Maintenant, si on chasse les variations et puis qu'on essaye de voir les mêmes éléments de manière nouvelle, on a une situation de conflit. Donc par conséquent, rien ne se passe. Grande partie des échecs de l'innovation. Autre possibilité, c'est qu'on voit les choses de la même manière, mais on veut augmenter les variations. On se retrouve de nouveau dans une situation de conflit. Donc, par nature, pas d'innovation. Et puis, effectivement, l'innovation tend à voir les choses passer de manière nouvelle, avec une volonté d'augmenter les variations et par conséquent de générer des échecs. Donc, dans toute entreprise ou tout groupe, on peut avoir exactement les mêmes personnes qui, à un moment donné, dans un espace donné, ont une activité dite de routine et, à un moment donné, une activité dite d'innovation. Maintenant, si on rentre concrètement dans les aspects de l'étude, juste pour préciser, donc on parle de 295 entreprises en Suisse romande. Donc on est sur du concret, des entreprises réelles avec une partie cantine, une partie quali. Et ici, on a une représentation simplement de la taille des sociétés qui est représentative du tissu économique de la région. Donc avec une grande partie de PME et de micro-entreprises et une petite partie de grandes entreprises. Un petit lien avec la stratégie. Donc ici, vous avez le pourcentage des sociétés qui n'intègrent pas l'innovation à la stratégie d'entreprise. Donc même si elles ont de l'innovation, elles la considèrent comme étant un élément à part. Ici, vous avez des entreprises qui l'intègrent partiellement, c'est-à-dire quand ça leur intéresse ou sur des parties qui jugent stratégiques. Et puis, on a quand même un quart des sociétés qui intègrent l'innovation à la stratégie d'entreprise. Une des conclusions de cette étude a été le type, finalement, de société innovante en Suisse romande. Donc, on en a 4. Certains qu'on a appelés les néophytes, puis ils n'accordent pas d'importance à l'innovation. Ça veut dire qu'ils ne considèrent pas que l'innovation est un élément de croissance ou de développement pour leur futur. Donc, un quart des sociétés. On a la majorité qui sont occasionnelles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sur un projet ou sur plusieurs projets, ils intègrent l'innovation dans ces projets-là, souvent dans ce qu'ils appellent recherche et développement.
On a les habitués qui apportent, ils intègrent l'innovation de manière continue. Et puis, on a quand même un 15% de sociétés, aujourd'hui, en 2019, qui ont déjà intégré l'innovation comme étant un processus normal dans le fonctionnement de l'entreprise. Alors, rapidement, une petite partie sur l'idéation. Voilà. OK. Donc, le principe d'idéation, effectivement, de générer des idées, commence ici. D'accord ? Généralement, ces idées, à un moment donné, on les évalue. Le volume diminue. On juge certaines pertinentes, d'autres pas pertinentes. À partir de là, on effectue quand même un tri par rapport aux objectifs de l'entreprise ou la volonté des années à venir. Et puis, on a une sélection de ces idées. L'étape qui suit, et c'est celle dont je vais parler maintenant, c'est la transformation en innovation implémentée. Le fait de générer une idée, d'avoir une idée, n'a pas forcément une valeur. D'accord ? Elle a une valeur le jour où elle a été transformée, implémentée dans l'entreprise et qu'elle fonctionne. Alors, on s'est intéressé à finalement, qu'est-ce qui générait de l'impact entre l'idée émergente ou qui a émergé et le moment où elle est transformée et implémentée dans la société, d'un point de vue bien évidemment stratégique. Donc, premièrement, c'est la notion d'ouverture d'esprit. Donc, bien évidemment, les entreprises qui sont réceptives aux nouvelles idées ont un taux de transformation des idées en innovation implémentée qui est d'à peu près 45%. Les sociétés qui acceptent les échecs ou qui encouragent l'échec dans l'entreprise ont un taux de transformation des idées supérieur à 60%. Et puis, c'est assez intéressant parce que les sociétés qui ont mis un programme de récompense à l'innovation ont un taux d'augmentation de plus de 80%. D'accord ? Donc, ce qui est relativement important. Deuxième grand axe, c'est notion de stratégie. Les organisations, les entreprises qui intègrent l'innovation à la stratégie d'entreprise ont un taux de transformation des idées proche du 100%, donc à 97%. A contrario, les sociétés qui ont un système de gestion des compétences, qui est souvent un élément qui est poussé dans les domaines d'innovation, augmentent leur taux de transformation que de 15%. Donc ici, on voit déjà deux exemples où on a un impact qui est radical. L'utilisation du savoir-faire collectif, d'accord, et par conséquent des différents domaines de compétences, on a un taux d'impact de 65%, ce qui est aussi relativement important. On parle beaucoup d'équipes pluridisciplinaires en innovation, ce qui bien évidemment favorise cette innovation, mais on a constaté dans notre échantillon qu'on a une augmentation que de 25% par rapport à des équipes qui ne seraient pas pluridisciplinaires. Voilà. Et puis, donc les collaborations externes, bien évidemment que tout ce qui est lié à l'open innovation est un accélérateur de l'innovation, mais on a constaté un impact que de 25%, enfin, ou déjà de 25%, ça dépend de quel côté on veut le prendre. OK, gestion continue, ça c'est intéressant parce qu'on est plutôt dans des éléments de fonctionnement quotidien de l'entreprise. Le premier est l'innovation de manière continue, c'est-à-dire que, comme on a vu tout à l'heure, on a beaucoup d'entreprises qui innovent de manière sporadique, c'est-à-dire sur un projet ou dans un département ou sur un sujet spécifique. Donc ici, on voit que les sociétés qui innovent de manière continue, c'est-à-dire dans leur fonctionnement au quotidien d'entreprise, ont une augmentation de 25%. Ce chiffre-là est extrêmement intéressant. Le principe de veille n'est pas du tout lié à l'innovation. D'accord ? Bien évidemment, dès qu'on parle de stratégie, dès qu'on parle de marketing, dès qu'on parle de marché, on a une logique de veille. Donc, le fait d'avoir un système complet de veille dans une entreprise augmente la transformation des idées en innovation implémentée de 70%. Donc, impact relativement élevé. On parlait d'agilité tout à l'heure. Donc, la gestion itérative des projets, ou le fonctionnement en projet de mode itératif, augmente cet impact de 60%.
Ok. Ici, quelques éléments, je dirais, plus culturels. Donc, les sociétés qui ont un leadership focalisé sur l'innovation ou orienté sur l'innovation ont une transformation relativement élevée, comme vous pouvez le constater. Et puis, bien évidemment, ici, vous avez aussi le pourcentage de l'impact des sociétés qui ont des programmes d'accompagnement au changement. Alors, vous me direz, ça fait beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques. Pourquoi est-ce que ces éléments nous semblent extrêmement pertinents et importants pour les sociétés? Parce qu'à un moment donné, quand on veut innover, enfin, toutes les statistiques ou les études montrent que le quasi 100% des entreprises ont une volonté d'innover. La question se pose, c'est comment? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'actionne? D'accord? Est-ce que je crée des équipes pour générer des idées? Est-ce que j'engage des consultants externes? Est-ce que j'augmente les conditions salariales des collaborateurs? Et en fait, quand on reprend tous ces éléments qu'on a vus, qui sont finalement des éléments de la gestion classique d'une entreprise, pour un dirigeant, il peut avoir, dans sa combinaison d'allocation des ressources, l'impact qu'il va avoir sur l'innovation. Donc il peut constituer, se dire, OK, peut-être que je ne peux pas aujourd'hui tout mettre en place. Par contre, si j'intègre l'innovation à la stratégie, je fais de la veille et qu'on passe dans des modes de gestion itérative, il peut exactement mesurer l'impact de sa transformation d'idées en innovation implémentée dans les 5 prochaines années. Ici, c'est une synthèse, effectivement. Pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez télécharger cette étude. C'est à peu près 125 pages qui vous donne un petit peu plus de précision. Donc, voilà pour ce qui me concerne. Et puis, bien évidemment, je reste à disposition plus tard pour des questions. Merci. Bravo. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, maintenant, voyons comment ça se passe dans l'entreprise, l'innovation et cette transformation. Et vous allez avoir, d'ailleurs, c'est quand même original, hein, un tunnel qui se met à faire de l'innovation. Oui, et vous verrez que, bien au contraire, au-delà de la sécurité, l'innovation pour le tunnel du Mont-Blanc est quelque chose qui leur tient à cœur. Et d'ailleurs, directement, peut-être dans les mois, les mois à venir, vous verrez peut-être la mise en œuvre des innovations dont il va vous parler. Merci. À toi la parole, Riyad. Merci Cédric et bonjour à tous. Donc, j'ai déjà été présenté, mais je m'appelle Riyad Joundan, donc je suis le responsable de l'innovation au tunnel du Mont-Blanc. Alors, je vais vous présenter le challenge innovation de façon assez ambitieuse, vu l'introduction, merci. Avant ça, je vais quand même donner quelques informations sur l'ouvrage, l'organisation. Il est assez connu de nom, mais je vous le dis quand même. Donc, l'ouvrage permet de passer de l'Italie à la France, de la France à l'Italie sous le Mont-Blanc, en 12 minutes, avec un ouvrage qui fait environ 12 km de long. Donc c'est un ouvrage qui est quand même assez exceptionnel. Donc on a une vue en coupe là qui est assez riche. Pour aller vite, donc on a pas mal de systèmes de régulation de flux, des barrières, des feux, des panneaux de messages variables. Et surtout un système de ventilation très spécifique et performant. Donc vous remarquez qu'en fait, on a sous la chaussée des gaines de ventilation qui viennent insuffler l'air frais, et en cas de besoin, on viendrait évacuer les fumées par la voûte et on les pulserait vers les plateformes françaises et italiennes. En cas de besoin également, on a tout un parcours qui permet d'évacuer les usagers en passant par des refuges et par ces mêmes gaines de ventilation. Donc toute cette infrastructure, cette organisation fait que le tunnel il est conforme à la directive européenne sur la sécurité des tunnels. Je dirais même dans l'autre sens, c'est le tunnel du Mont-Blanc qui est à l'origine de cette directive. L'organisation est particulière, donc l'ouvrage s'étend sur 2 territoires, France et Italie. Donc en fait, on a un concessionnaire français, Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc. On a le pendant italien, Société italienne du tunnel du Mont-Blanc, qui sont donc les concessionnaires. Ils ne sont pas les gestionnaires. Les gestionnaires, en fait, c'est nous, c'est le groupement européen d'intérêt économique, qui gérons à 100% l'ouvrage et ses aires de régulation. Donc 200 personnes salariées, donc à l'organigramme, auquel on peut ajouter une centaine de personnes qui sont donc des personnes du service d'intervention immédiate et puis des services de police binationale.
Alors, le service innovation et transition numérique que je pilote donc, a un certain nombre d'objectifs, mais je vais en retenir que 3 pour réserver un peu plus de temps au résultat du challenge. Alors, pourquoi ces 3-là? Parce que ce sont les 3 thèmes du challenge innovation. Alors, le premier thème est bien sûr la sécurité. C'est la sécurité qui est l'enjeu du tunnel du Mont Blanc. Donc, dans les pistes de recherche, on a le guidage des véhicules, on a également des enjeux de signalisation et puis de travail sur le comportement, anticiper ce qui peut se passer dans le tunnel plutôt que de détecter et d'agir. Ensuite, on a tout l'aspect qualité de service, satisfaction de client, la lutte contre l'attente au péage. Donc ça, c'est un axe fort de travail. Et enfin, la réduction donc, de notre impact environnemental. Et nous arrivons maintenant au challenge innovation. Alors pourquoi, oui en 2 mots, pourquoi un challenge innovation? Petit clin d'œil à Olaf. Donc c'est pour s'inscrire dans un objectif d'excellence sur le métier d'exploitant que nous sommes, avec les 3 thèmes que j'ai indiqués, hein, sécurité, satisfaction des clients, environnement. Quand on parle de sécurité, on parle bien de la sécurité des usagers dans le tunnel et non pas de la sécurité du personnel. La sécurité du personnel est intégrée dans un autre processus qu'on gère déjà hors challenge. Donc on a cherché à renforcer la culture d'innovation au sein de l'entreprise puisque le service n'a que 1 an, un petit peu plus d'1 an. Donc c'était un bon moyen de faire passer les messages. On a voulu inciter les collaborateurs à travailler en équipe et on espère avec tout ceci pouvoir valoriser à terme l'image de l'entreprise. C'est ce qu'on essaie de contribuer à faire déjà aujourd'hui. Alors le principe, c'est un challenge qui était ouvert au personnel interne uniquement. Alors, 233 personnes, bien que nous ne soyons que 200 personnes à l'organigramme. On a aussi des intérimaires, des saisonniers. Sur l'ensemble du processus de challenge qui a duré 1 an, on a vu passer 33 personnes de plus. Donc un total de 233 personnes. Et puis, le principe, c'est de retenir à la fin 3 idées et qu'on s'est engagé à mettre en œuvre. Alors, on a distingué 4 grandes étapes. Il y en a d'autres, hein, mais les majeures sur ce challenge sont celles que vous voyez. Donc la première, c'est une phase de génération d'idées sur cette semaine, qu'on appelle phase d'idéation. Ensuite, une phase d'analyse avec un système de jury, que je vais vous expliquer, une constitution d'équipe, et enfin une exploration des idées présélectionnées. Alors, la génération d'idées, donc ça a été la première étape, on l'a menée avec tout d'abord un premier outil qui est numérique. Donc on a permis à l'ensemble des collaborateurs de pouvoir saisir leurs idées depuis une plateforme numérique simple, ludique, accessible à tous, depuis un PC, un téléphone, n'importe où. Et ces idées, en fait, pouvaient être visibles par tout le monde, de façon publique, non anonyme. Et donc il y a une interaction possible où les gens pouvaient commenter, liker, donc on pouvait avoir des critères de popularité, par exemple, sur des idées générées. Alors ça, c'est l'aspect numérique. Et il y a l'aspect présentiel, donc avec un cabinet Wahoop lyonnais, qui nous a aidé à mettre en place des ateliers d'idéation, donc avec des appels à participation aux ateliers par des vignettes, qui nous ont permis, donc, pendant 1h30, de réfléchir en mode collectif sur les 3 thèmes, et ainsi générer un maximum d'idées. Alors, on est un tunnel, on est un exploitant, et donc on a des gardes de péage, on a des équipiers sécurité trafic qui ne pouvaient pas forcément se rendre à ces ateliers. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a essayé d'aller cette fois, nous, à la rencontre de ces gens-là, plutôt que de les faire venir. Et en quelques minutes, on a essayé de leur faire générer quelques idées sur les sujets qui les tenaient à cœur, finalement. Alors, quelques chiffres sur cette phase d'idéation. Eh bien, pour 200 salariés plus 33 personnes qui sont arrivées ensuite, on a généré 109 idées. Alors, je ne sais pas si ça vous paraît beaucoup. Nous, ça nous a paru énorme. On attendait une trentaine d'idées. On a 111 connexions sur la plateforme, donc un fort taux de pénétration avec l'application, avec cependant 74 utilisateurs actifs, donc des gens qui ont saisi des idées, qui ont interagi avec les idées et pas uniquement en consultation. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution du nombre d'idées par semaine. Donc, si on regarde la première semaine, donc on a une dizaine d'idées générées, et la vraie explosion, si je puis dire, notamment grâce aux ateliers d'idéation, c'est la deuxième semaine. Et puis on a une décroissance type gaussienne, voilà, jusqu'à la semaine 6, et la dernière semaine, c'est la dernière semaine, donc les gens se sont un petit peu réveillés et ont saisi leurs idées.
Alors, ce qui est intéressant de voir, sans qu'on ait organisé finalement l'équilibre des idées, eh bien, on a un quasi-équilibre des idées sur les 3 thèmes, une légère prédominance peut-être sur la satisfaction client, un petit peu moins sur la sécurité, sans doute parce que c'est notre cœur de métier. Le nombre d'utilisateurs par semaine reflète beaucoup le nombre d'idées par semaine, et on peut dire que sur la phase d'idéation, on a rencontré physiquement 108 personnes, et dans les ateliers d'idéation, on a rencontré 77 personnes. Alors la phase d'analyse, elle s'est organisée comme suit, avec ce graphique très, très coloré. Donc, si on regarde, donc, 109 idées au démarrage, et l'objectif, c'est d'avancer, de passer à 20, puis 10 idées. Alors, comment on a fait ça? Eh bien, en fait, on a constitué des jurys opérationnels. Donc 3 jurys opérationnels, un par thème. Donc un sur la sécurité, un autre sur la satisfaction client et un autre sur l'environnement. Chaque jury, en fait, était constitué d'un directeur, puisque oui, nous avons 3 directeurs au tunnel du Mont Blanc, ça tombe bien. On avait un leader. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui gère l'activité. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir le responsable sécurité, la personne qui s'occupe du département clientèle et péage, et le service prévention qualité, par exemple. Et puis un expert essentiellement technique. Et surtout, on a mis 2 personnes qui n'avaient a priori pas de lien d'un point de vue métier avec l'activité en question. Et donc, au sortir de ces jurys opérationnels, donc la somme des idées filtrées faisait 20 idées. Donc voilà, donc ça fait un premier filtre opérationnel. Et ensuite, on a constitué un jury stratégique composé donc de la direction et de moi-même, où cette fois, on n'a pas souhaité refaire une analyse opérationnelle qui était déjà faite, mais on s'est forcé à avoir une réflexion très stratégique, type business model, parcours client, voilà, penser différemment, puisqu'on est vraiment dans l'opérationnel tous les jours, donc ça nous a fait sortir nos habitudes, et donc on a enfin obtenu donc 10 idées qu'on a pu ensuite emmener en phase d'exploration. Donc là, on a la liste des idées. Je vous propose de ne pas les lire dans un premier temps. De toute façon, vous aurez les slides et vous pourriez poser des questions. Donc ensuite, une phase clé encore était la constitution des équipes. Donc en fait, nous avons décidé de faire, à l'image d'appels à candidature, des appels à participation sur les 10 idées. Voilà, des vignettes. Donc là, vous avez vu que c'est en 2 langues, normal, on gère en binational. Et les gens, en fait, sur base de volontariat, se sont positionnés, toujours avec la même application. Voilà, c'était vraiment l'application du challenge numérique. Donc les gens se sont appropriés la plateforme et ont proposé leur candidature. Donc on avait demandé à ce qu'on puisse avoir des équipes comprises entre 3 et 5 personnes. Et en fait, on a dû augmenter un petit peu le numerus clausus pour arriver jusqu'à 8 personnes. Donc au total, donc on a eu 10 équipes qui ont mobilisé 54 collaborateurs du tunnel, donc plus de 25% des collaborateurs. La phase d'exploration, en fait, a duré 12 semaines. Donc, ces 10 équipes ont travaillé pendant ces semaines avec au minimum un point hebdomadaire. En moyenne, c'était 1h30. Certains ont fait beaucoup plus, donc ils étaient vraiment pris par le sujet. Donc, sur l'encadrement, nous avons mis à disposition les compétences qu'on avait en interne et également en externe. Donc, en fait, on a un petit peu ouvert le challenge en faisant participer des entreprises extérieures. On leur envoyait un courrier en expliquant qu'on avait envie qu'ils puissent participer à notre stratégie. Et donc, ils se sont rendus disponibles pour des questions posées par les membres des équipes. Alors, sur la sélection des sujets, je pense que c'est un élément donc, que j'ai mis en rouge, qui a été très porteur, qui a été bien perçu. C'est que sur la sélection des sujets, une des 3 idées aurait été retenue exclusivement par les collaborateurs, donc par un système de vote, toujours la même application. Et donc, même si, voilà, côté direction, on n'avait pas envie qu'une idée passe, eh bien, elle passerait quand même si elle avait le plébiscite des collaborateurs. Et ensuite, les 2 autres seraient choisis par le jury stratégique, donc toujours le comité de direction et moi-même, sur base d'outils stratégiques. Les résultats. Alors, là, sur la gauche, vous voyez donc tout simplement qu'il y avait une idée qui se détachait sans nul doute grâce au vote des collaborateurs. Et à droite, c'est tout simplement un outil attractivité, faisabilité, coût, sur lequel on s'est appuyé pour décider en tout état de cause les sujets que nous voulions retenir. Et puis si on regarde bien,
il n'y a pas 3 coupes, mais 4. Voilà, donc il y a un sujet donc, qui a été retenu par les collaborateurs, et également 3 sujets qui ont été retenus par le jury stratégique, puisque effectivement, il y a eu une telle richesse des réflexions qu'on a souhaité en récompenser un maximum de personnes. Alors, quelques chiffres au global, hein, donc sur toute la démarche qui a duré 1 an. Donc en fait, le challenge a concerné 67% des collaborateurs, donc 157 personnes. Et si on regarde la répartition par contrat, on se rend compte que finalement, on a presque un équilibre. Hein, voilà, on a 56% de contrats français. Donc finalement, un bon équilibre, donc une bonne adhésion en mode binational. Donc c'est un critère très important pour nous. J'ai mis aussi quelques chiffres que je ne commenterai pas. Pardon. Ici, voilà la participation des femmes et puis des hommes. Donc on a 79% des femmes qui ont participé contre 63% des hommes. Je vous laisse à vos réflexions, je ne commente pas. Alors, ça, c'est beaucoup de chiffres. Moi, ce que je voudrais, c'est passer le reste du temps là, qui m'est imparti. N'hésitez pas à me couper, je sais que je suis peut-être un peu long. C'est les vrais résultats qui viennent en fait des remarques qui ont été formulées par les explorateurs. Voilà, c'est 54 explorateurs. On peut les lire ensemble. Voilà. Les gens nous ont dit qu'ils avaient adoré que la direction laisse la possibilité de participer à la stratégie du tunnel. J'ai aimé les échanges, la liberté de parole a permis de connaître les autres. Oui, même après 12 ans de tunnel. Et on ne se connaît pas après 12 ans dans une entreprise. Alors là, c'est un cas particulier. Alors, une personne qui quittait l'entreprise, et elle m'a dit clairement que ce qu'elle va retenir de son expérience, c'est le challenge innovation. Ça fait plaisir. C'est une bouffée d'air frais. Les gens ont appris à se connaître, et une personne a découvert qu'elle était créative. Elle se pensait très cartésienne, et en fait, elle était finalement aussi créative. C'est possible. Pas d'œillère, on y va. C'est très bien de travailler avec des personnes des autres départements sans se faire taper dessus. Oui, effectivement, on pense beaucoup à un service maintenance là qu'on appelle dès qu'il y a des problèmes. Voir d'autres personnes permet de lever des préjugés, permet à la hiérarchie de se rapprocher du personnel, parce que pas de hiérarchie dans le challenge. Oui. Une belle question. Est-ce qu'on peut continuer à travailler comme ça, s'il vous plaît? Dal basso verso l'alto. Oui, c'est des mots aussi en italien. On n'a pas tout traduit, mais du bas vers le haut, ça se comprend bien. Il y a toujours quelque chose à apprendre, même à mon âge. Voir les collègues sous un autre angle. Beaucoup n'y croyaient pas au début. Pensaient à une totale non-adhésion du personnel et au contraire, une forte adhésion. Liberté d'action, pas de barrières. On va lever les barrières. On a apprécié l'aspect ludique, l'absence de barrières, la légèreté. On nous demande notre avis. Je me suis éclaté. Intégrer un groupe pour des opérationnels a permis de rétablir des vérités. Oui. Alors là, c'est un beau message. Je l'ai eu une fois, j'ai voulu le noter, vraiment. Nous avons augmenté la valeur de l'entreprise. Et puis la bulle là, qui vient de s'écraser tout en bas à droite, oui, il y en a. Hein. Donc on n'a pas une adhésion à 100%, je ne suis pas sûr que ce soit possible. Est-ce que c'est un objectif? Je ne crois pas non plus. Certains ont pensé qu'on s'amusait. Et je rebondis un petit peu sur une des présentations précédentes. Oui, effectivement, sur les gens qui sont très opérationnels, qui ont des difficultés à quitter leur poste pour peut-être participer. Effectivement, ils se sont peut-être mis à l'écart. Et ont peut-être cette impression que voilà, eux, ils font le travail pendant que d'autres font autre chose. Oui, effectivement, il y a toujours ce sentiment-là qu'il faut gérer. Donc finalement, en synthèse sur ces vrais résultats, on peut sincèrement dire que c'est un outil fédérateur. Oui, voilà, les gens se connaissent mieux et ont envie de travailler comme ça. On a donné du sens au travail des collaborateurs, parce qu'ils veulent continuer. Et nous, de notre côté, on va continuer dans cette démarche en cherchant à mettre en œuvre toutes les idées qu'on a pu générer. Donc certes, celles qui ont été lauréats, donc les 4 idées lauréats finalement, et également les 6 autres qui ont été menées en exploration, et également sur les 109, il y en a toute une série qu'on va chercher à mettre en œuvre. Voilà ce que je peux vous dire. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je voulais aussi signaler que Riyad n'a pas fait ça tout seul.
est présent avec nous et viendra tout à l'heure parce que je suis sûr que vous avez plein de questions à leur poser sur la manière dont ils ont organisé ces challenges et autres. Gabriel, qui est ici présent, sera avec nous pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.